Bonsoir, mardi 2 février, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. L'essentiel de l'actualité locale, voici les titres de cette édition. L'information a été rendue officielle dans l'après-midi à Trappes. L'élection municipale de 2020 a été annulée par le tribunal administratif de Versailles. Ali Rabet fait appel, mais si le Conseil d'État confirme la décision, ses comptes de campagne seront rejetés. Il sera rendu inéligible pour une durée d'1 an. Les réactions à suivre. Il n'y aura pas de report de rendez-vous pour la première vaccination en Ile-de-France, annonce hier de l'Agence régionale de santé après les retards d'acheminement des doses. La campagne va donc se poursuivre normalement. Où en est-on dans les Yvelines? Marion Cinali, directrice de la délégation départementale de l'ARS, est notre invitée. Et pour faciliter la vaccination, la municipalité de Saint-Germain-en-Laye a mis en place cette initiative des taxis gratuits pour les seniors qui se rendent au centre de vaccination. Une convention a été signée avec l'association des taxis de la ville. Et puis nous parlerons tout à l'heure d'une initiative à Montigny-le-Bretonneux qui a débuté, 2 semaines dédiées à l'orientation des jeunes, une édition en ligne mais aussi en présentiel. L'élection municipale à Trappes est donc annulée. Le tribunal administratif saisi par Othman Nasrou, principal représentant de l'opposition, a rendu son verdict. Annuler l'élection d'Ali Rabet. Ce dernier devra rendre son écharpe tricolore. Une peine d'inéligibilité d'1 an est également prononcée. Des décisions qui s'accompagnent d'une validation du rejet des comptes de campagne. Il est reproché à Ali Rabet d'avoir utilisé son association Cœur de Trappes pour promouvoir son image pendant la campagne et pendant l'entre-deux-tours, entraînant ainsi la confusion auprès des électeurs. Le principal intéressé a d'ores et déjà annoncé faire appel du verdict auprès du Conseil d'État. Contacté par Mickaël Elmidoro, il considère ne rien avoir à se reprocher. Eh bien, je suis très surpris par la décision du tribunal administratif qui contredit les conclusions de la rapporteure publique qui avait plaidé totalement en notre faveur. Et dans le cadre de cette contradiction entre le rapporteur public et les juges du tribunal administratif, je donnerai le dernier mot au Conseil d'État, qui est l'instance d'appel. C'est pourquoi je fais appel officiellement auprès du Conseil d'État, qui jugera dans les mois qui viennent, pour dire si cette élection doit être annulée ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis serein, je l'ai toujours été depuis le début. Ma relation aux trappistes, elle est claire et limpide. Ils savent pourquoi j'ai été élu, pour mettre en œuvre quel projet, quel programme. Ils voient la qualité de notre travail avec l'ensemble de mon équipe depuis maintenant 8 mois. Et on continuera sur le même rythme dans les mois qui viennent. Et quelle que soit l'issue du jugement du Conseil d'État, à la fin, on sera face aux trappistes, fiers de notre bilan. L'appel étant suspensif, Ali Rabet restera en poste jusqu'à la décision du Conseil d'État qui pourrait intervenir avant l'été. Écoutez la réaction d'Othman Nasrou, conseiller municipal d'opposition à l'origine du recours recueilli par Mickaël Elmidoro. Le tribunal administratif de Versailles vient confirmer aujourd'hui ce qu'on répète depuis des mois, ce qu'on disait avant même l'élection, à savoir que M. Rabet a triché durant cette élection, n'a pas respecté les règles électorales et c'est inquiétant pour l'avenir de la ville. Contrairement à ce qu'il dit, son problème, il n'est pas avec moi ou avec M. Larbaoui, il est avec la justice. La commission des comptes de campagne, avec les magistrats qui y sont, a également saisi le tribunal après avoir rejeté ses comptes. Et contrairement à ce qu'il a dit, parce qu'il n'a cessé de mentir aux trappistes, le tribunal a déclaré aujourd'hui que les comptes avaient été rejetés à juste titre, que les comptes de campagne n'incluaient pas des dépenses électorales, ce qui est un manquement grave aux règles électorales. Et c'est pour cela que l'élection est annulée, mais également que M. Rabet est déclaré inéligible. Et donc, il lui appartient de s'expliquer. Il y a des procédures en justice. Nous, jusque-là, on a attendu tranquillement ce jugement, quelles qu'aient pu être les insultes. Moi, j'ai été traité de Donald Trump de Trappes, mais moi, je respecte la justice, je respecte les juges. Autre réaction à vous proposer, celle de l'ancien maire de Trappes jusqu'en 2020, Guy Malandin. Il a été à la tête de la ville pendant 19 ans. Aujourd'hui, dans l'opposition, il n'exclut pas de se représenter en cas de nouveau scrutin. Une revanche contre Ali Rabet, qui fut son adjoint durant le mandat précédent. Il a été joint par Mélanie Poquier. Le droit doit être respecté et en priorité respecté par ceux qui ont des mandats électoraux. Et donc, les décisions du tribunal prouvent que M. Rabet n'a pas respecté le droit. Et vu le comportement qu'il a eu samedi lors du conseil municipal où régnait un mépris et des critiques permanentes sur ce que j'avais fait avec mes amis dans le mandat précédent, c'est bien que tout cela cesse. Cette annulation de l'élection municipale, si elle est confirmée, pourrait également rebattre les cartes au sein de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Qu'en pense le président de la collectivité? Voici sa réponse au micro d'Astrid Bergère. Il faut quelque chose de vrai. Vous savez, il y a le marketing. Bon,
les candidats exagèrent toujours un petit peu chacun, mais là, on n'est plus dans les règles, on est en dehors des règles. C'est vraiment des techniques de pression, de maquillage des informations, d'utilisation de moyens qui sont illégaux, puisque c'est pour ça que la justice est intervenue. Là, on a dépassé, on a franchi l'infranchissable avec M. Rabet. Et en cas de nouvelles élections, le président de Saint-Quentin en Yvelines espère un plus large rassemblement à la tête de la ville, toute sensibilité politique confondue. On sait ce qu'il faut pour Trappes. Le tout, c'est que il faut trouver des moyens. Il faut que la nouvelle équipe qui prendra certainement cette collectivité, cette Trappes, il faut qu'elle ait le soutien des puissants aussi, que ce soit le département, la région, Saint-Quentin. Saint-Quentin fait 50% quasiment des moyens de Trappes. Donc, il faut que tous ces gens-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais qu'ils aient cette volonté de travailler ensemble. Et puis, dernière réaction à vous proposer, celle de Philippe Benassaya, député de la 11e circonscription des Yvelines, celle à laquelle appartient Trappes. L'élu de droite apporte son soutien à celui qui est également aujourd'hui son suppléant à l'Assemblée nationale, Othman Nasrou. J'ai suivi son recours juridique et j'ai suivi son action pour pouvoir faire éclater la vérité, puisqu'il y avait quand même pas mal de problèmes sur la tête d'Ali Rabet, et j'ai suivi ça. C'est jamais simple d'aller revoter, quel que soit le camp politique. C'est jamais simple parce que on fait revoter la population moins d'un an ou un peu plus d'un an après les élections. Donc il faut remobiliser dans les deux camps. C'est pas évident. D'abord pour le maire sortant parce que il commence une action municipale et il est annulé pour les faits graves dont on a parlé un instant. Dans l'autre camp, il y a une remobilisation à effectuer et c'est pas facile aussi pour Othman Nasrou. Voilà pour ces réactions à l'annonce de cette décision du tribunal administratif de Versailles. Je vous la rappelle, si vous nous rejoignez, l'élection 2020, l'élection municipale de Trappes annulée. Ali Rabet a annoncé faire appel auprès de cette décision, appel du verdict auprès du Conseil d'État. Alors que plane la menace d'un nouveau confinement pour freiner l'épidémie de Covid-19, la campagne de vaccination, elle se poursuit. Ce mardi, la Haute Autorité de Santé devait valider l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca en France après ceux de Pfizer, BioNTech et de Moderna. Où en est-on dans la campagne dans les Yvelines? On en parle avec Marion Chinali, bonsoir, qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Directrice de la délégation départementale des Yvelines de l'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé. Et déjà, cette bonne nouvelle annoncée par l'ARS Île-de-France hier, elle a annoncé à l'ARS qu'il n'y aurait pas de report de rendez-vous dans la région pour une première injection de vaccin en février, contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière à la suite des retards de livraison des doses. Comment expliquer que les délais vont finalement pouvoir être tenus ? Alors écoutez, pour ça, on a fait un inventaire précis des rendez-vous de primo-vaccination qui avaient été pris par les différents centres via Doctolib et puis avec un travail de recensement qu'on a fait auprès des centres. Et donc sur la région, on a à peu près 29 500 rendez-vous de primo-vaccination qui ont été pris pour la semaine prochaine. Et donc du coup, on nous a annoncé la livraison de 12 000 doses de Pfizer et 20 000 doses de Moderna, et donc nous allons pouvoir réaliser avec ces 32 000 doses au final, l'entièreté des 29 500 rendez-vous sur la primo-vaccination dans les centres de vaccination. Pour ce qui concerne les Yvelines, on est autour de 3 850 rendez-vous qu'on va pouvoir maintenir et donc ne pas décaler. Donc sur le mois de février, on a compris pour les primo-injections, mais du coup pour les deuxièmes injections, les rendez-vous vont être décalés de quelques jours, c'est ça ? Alors, pas du tout. Pour les deuxièmes injections, en fait, tout notre enjeu, c'était de pouvoir sanctuariser les deuxièmes injections. Et donc, c'est bien pour sanctuariser les deuxièmes injections qu'on avait quelques difficultés sur la primo-vaccination. Donc, on aura bien l'entièreté des deuxièmes injections qui vont être réalisées le 8 pour les centres de vaccination qui ont démarré le 11 janvier. Et puis, elles continueront les semaines suivantes sur le 15 février, le 22 février, etc. Et ces doses-là seront bien sanctuarisées. Ce sont les doses de primo-vaccination en fait, qui vont être réduites et qu'on va devoir gérer au fur et à mesure en fonction des arrivées de Pfizer ou de Moderna.
Donc si on élargit le spectre, on a appris aussi hier que 100 000 primo-injections au niveau de l'Île-de-France allaient être réalisées en février, 200 000 deuxième injection. Vous avez parlé des objectifs dans les Yvelines. Là, depuis le début de cette campagne de vaccination, combien de personnes ont pu être vaccinées dans le département ? Alors, aujourd'hui, on est à plus de 24 000 personnes qui ont pu être vaccinées dans le département. Et sur ces 24 000 personnes, on a à peu près 14 000 personnes de plus de 75 ans qui ont pu être vaccinées. Et si on le rappelle, la vaccination est ouverte aux plus de 75 ans, mais aussi, ça c'était dans un premier temps, aux résidents et personnels des EHPAD, aux professionnels de santé, aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans. Et donc, on le disait, aux personnes de plus de 75 ans, en plus aussi des personnes qui présentent des comorbidités à haut risque. Alors, Marion Cinelli, au 18 janvier, il y avait 9 centres ouverts de vaccination dans les Yvelines. On va voir la carte s'afficher avec des villes concernées, notamment à Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Rambouillet. Il y a aussi des centres de vaccination au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye, où on avait pu faire un reportage. Ça, c'est pour les centres ouverts. 3 devaient normalement ouvrir aussi le 25 janvier au Ménul, à Saint-Cyr-l'École et à Sartrouville en fonction de l'approvisionnement des doses de vaccins. Est-ce qu'ils ont pu ouvrir ces centres aujourd'hui ? Et non, malheureusement, du coup, avec les annonces qui nous ont été faites par le laboratoire Pfizer, on n'a pas pu se projeter sur une ouverture de ces centres. On a beaucoup travaillé avec les municipalités pour pouvoir quand même construire un schéma qui pourrait être activé dès qu'on pourrait. Mais là, pour le moment, on va pas pouvoir ouvrir ces centres, je pense, d'ici la fin du mois de février, au regard des faibles doses qui nous sont annoncées par le national. Donc en raison des faibles doses, est-ce que dans les 9 centres ouverts déjà, est-ce qu'ils sont tous restés ouverts ? Est-ce que des fermetures sont à prévoir ou pas du tout ? Non, nous, nos centres sont tous restés ouverts. On arrive par du coup des consignes strictes qu'on passe et que les centres appliquent avec précaution et vraiment on a un gros travail qui est mené avec les centres que je remercie parce qu'ils jouent vraiment le jeu et c'est pas simple du tout dans les périodes qu'on vit actuellement. Mais du coup, on arrive à vraiment contenir ces rendez-vous et à chaque fois avancer progressivement par rapport aux consignes qui nous sont passées par le national et donc de pouvoir assurer les primo-vaccinations et puis ensuite les deuxièmes injections sans difficulté et donc sans annulation de rendez-vous et sans avoir à fermer des centres. Une dernière question sur cette thématique de la vaccination, Marion Cinelli. On disait tout à l'heure, l'actualité du jour, c'est aussi, on est en attente de cette validation du vaccin AstraZeneca par la Haute Autorité de Santé. C'est un vaccin qui est dit moins efficace que les autres, même s'il reste plus efficace que la plupart des vaccins contre la grippe. Il peut se conserver plus facilement au réfrigérateur et également sur une plus longue durée. Et ça a été annoncé hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Les pharmaciens vont pouvoir l'administrer. Ça a été annoncé hier par le porte-parole du gouvernement. Est-ce que de la vaccination faite par les pharmaciens dans les Yvelines, ça pourrait se voir dès le mois de février, où on n'en parle pas encore pour ce mois? Ça se verra dès qu'on aura les autorisations, effectivement, qui seront données pour ce vaccin-là, et dès qu'on aura les premières informations sur les dates de livraison. Ensuite, si vous voulez, tout ce tissu des professionnels de santé, que ce soit en officine ou chez les médecins traitants, on a l'habitude de les mobiliser vite. C'est ce qu'on fait déjà pour la grippe, et c'est un dispositif qui est très efficace. Donc, dès qu'on aura le go par les autorités nationales, évidemment, on pourra l'appliquer et le mettre en place. Alors une toute dernière question, Marion Cinelli, sur la situation de l'épidémie dans le département. On relaie le lundi les derniers chiffres sur une semaine de l'épidémie avec une tendance plutôt à la hausse. Quelle est la situation globale dans les Yvelines et est-ce que la circulation du variant britannique s'intensifie dans le département ? Alors, la situation globale, on continue la poursuite à la hausse. On n'a pas de décrochage de courbe avec une montée fulgurante, mais on continue à avoir une progression lente et constante. On est ce soir à 195 cas pour 100 000 habitants en termes de taux d'incidence. On est à 67,1% en termes de taux d'occupation des lits de réa en soins critiques par des patients Covid. Donc, on voit bien que ça monte, ça ne baisse pas. On est très vigilant parce qu'en fait tous nos hôpitaux commencent à être vraiment dans une situation
pas encore de saturation, mais quand même très inquiétante. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas submergé par la vague, mais on surveille cette montée des eaux qu'on connaît. Par rapport aux variants, effectivement, on a de plus en plus de situations qui nous sont signalées. Dès que celles-ci sont signalées, on met en place un dispositif de tracing encore plus précis et plus pointu que ce qu'on met normalement sur les autres cas Covid. Mais voilà, oui, effectivement, le variant, que ce soit anglais ou sud-africain, circule sur la région Île-de-France et circule aussi dans les Yvelines. Merci Marion Cinali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes la directrice de la délégation départementale Yvelines de l'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé. Pour faciliter la vaccination des personnes âgées, justement, la ville de Saint-Germain-en-Laye a mis en place cette initiative depuis une dizaine de jours, des taxis gratuits pour aller chercher les personnes de plus de 75 ans afin de se rendre dans le centre intercommunal de vaccination de Fourqueux. Une convention en ce sens a été signée avec l'association des taxis de Saint-Germain. Le reportage d'Éléonore Sinoquet et de Marine Delabarbé. Vaxi, c'est le petit nom qui a été donné à la convention signée entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et l'association des taxis de Saint-Germain. Objectif, acheminer les personnes âgées de plus de 75 ans au centre de vaccination intercommunal de Fourqueux. On souhaitait faciliter l'acheminement des personnes âgées, que ce ne soit pas un blocage pour elles de se rendre au centre de vaccination. Certaines d'entre elles n'ont pas de voiture, d'autres ont plus de mal à utiliser les transports en commun. On voulait aussi faire travailler les sociétés de taxis, l'association des taxis. Ils ont beaucoup souffert du confinement et de la situation actuelle. Donc c'était vraiment un partenariat pour nous gagnant-gagnant. Mis en place depuis une quinzaine de jours, le dispositif Vaxi propose un taxi pour un vaccin. Le prix de la course a été plafonné à 10 €, pris en charge par la ville. Une somme qu'il faudrait doubler en temps normal pour faire le trajet Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux. Mais lorsque l'idée est venue, les 33 chauffeurs de taxi de la commune ont répondu présent. C'était une évidence qu'il fallait se rendre disponible pour ce genre de prestations. Voilà, on vit un moment exceptionnel, nous tous, tout le monde. Donc un moment exceptionnel, action exceptionnelle aussi. Donc en tant que commerçant de la commune, c'était juste de bon sens, évidemment, de participer à cette action. Et puis tout le monde y est gagnant, tout le monde aide. Et puis on est dans un moment d'aide et de fraternité. Alors direction Fourqueux, le centre de vaccination. Pour financer cette convention, la municipalité a prévu une enveloppe de 10 000 €. Pour le moment, seule une dizaine de personnes, sur environ 4 500 Saint-Germanois, âgés de plus de 75 ans, ont utilisé ce service gratuit pour aller se faire vacciner. 2 semaines consacrées à l'orientation des jeunes, elles sont organisées par Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 12 février, une édition en présentiel et en distanciel avec des ressources en ligne. La directrice du pôle jeunesse de la ville détaille le programme dans cette interview express collectée par Célia Gatsongo. C'est un accueil individualisé sur des temps d'ouverture sur rendez-vous, un accueil individuel aussi pour recherche d'établissement, information sur l'orientation à partir de la 3e, la réforme du bac et sur Parcoursup. Et après, à distance, il y a aussi une partie programmation avec une conférence sur l'apprentissage mode d'emploi le mardi 9 février. Il y a également plein de ressources en ligne. Ça s'adresse à tous les jeunes à partir de la 4e et ensuite jusqu'à 25-30 ans pour les jeunes qui sont étudiants et qui veulent compléter leur cursus. Ce qu'on leur propose, quel que soit l'âge, c'est de travailler autour d'un projet, c'est-à-dire de relier leur choix à ce qu'ils aiment faire. Donc là, c'est pas forcément dès la 4e choisir un métier, mais au moins d'identifier des domaines professionnels qui pourraient leur plaire.
Et puisqu'on parle d'orientation, jusqu'au 5 février, c'est la 3e semaine de l'apprentissage dans l'artisanat. C'est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. L'occasion de découvrir les formations en apprentissage proposées par les CFA de la région. Plusieurs événements sont d'ailleurs prévus sur le territoire des Yvelines. Le programme qui est à retrouver sur le lien qui s'affiche. Malgré la crise, l'apprentissage est dans un bon moment. En janvier 2021, les effectifs des apprentis ont augmenté de 2,5% par rapport à l'année dernière. Pleine semaine de l'apprentissage dans l'artisanat, le campus de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt organisait ses portes ouvertes. C'était samedi dernier. Un rendez-vous maintenu malgré le contexte de crise sanitaire. Les jeunes ont pu découvrir sur place les formations proposées. Retour avec Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Se renseigner sur des formations, découvrir des métiers, le principe des traditionnelles portes ouvertes. Au campus de l'automobile et de la mobilité, ce rendez-vous s'est tenu malgré le contexte sanitaire, les gestes barrières et la gestion des flux des visiteurs. C'est l'avantage des journées portes ouvertes en physique, c'est de voir l'établissement, les ateliers où on va travailler, etc. C'est plus simple que le visio et on peut poser plus de questions. On peut rencontrer les profs, on peut rencontrer les formateurs, on peut voir tellement de choses. Sur ce campus dédié au métier de la mobilité, 4 organismes de formation, le Garac, la Forpa, l'INCM et le GNFA, avec chacun sa spécialité. C'est important pour ce public de pouvoir voir des démonstrations, de pouvoir se rendre compte de l'environnement de travail qui va les attendre. Pour permettre aux parents, aux futurs apprentis, aux personnes en reconversion de trouver leur voie, de s'orienter, de trouver la formation qui leur convient dans l'automobile, la moto et le vélo. L'Institut national du cycle et du motocycle est spécialisé dans la maintenance des vélos et des motos. Plusieurs formations sont proposées allant du CAP au BTS en passant par le bac professionnel. Des cursus sont aussi proposés aux demandeurs d'emploi ou aux personnes en situation de reconversion. On a énormément de demandes sur nos formations en moto. Donc en général, quand ils viennent sur la moto, ils viennent par passion. C'est leur premier objectif. Ils veulent absolument découvrir la mécanique, mais la mécanique vraiment moto, ou vraiment la passion de la mécanique vélo. Un jeune qui fait un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation s'insérera beaucoup plus facilement dans une entreprise à l'issue de sa formation. Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir le samedi 30 janvier, une visite virtuelle permet de découvrir les formations à distance sur le site internet du campus. Les automobilistes et les piétons les auront remarqué à la nuit tombée. Certains passages piétons d'Elancourt sont équipés de petites lumières bleues. Cela concerne 7 rues aux abords des groupes scolaires. Depuis 2019, la ville les déploie dans un objectif sécuritaire. Meilleure visibilité pour les automobilistes, mieux guider les piétons. Des lumières à ampoule LED d'une durée de vie de 5 ans. 111 nouveaux éclairages vont être installés à partir de mars et jusqu'à la fin de l'année sur 22 passages cloutés, toujours à proximité des écoles et des zones accidentogènes. Coût total de l'opération, 66 000 €. Et puis le sport et du football pour refermer ce journal avec la douche froide pour les joueurs de Conflans. Le club est éliminé de la Coupe de France sur tapis vert après décision de la Fédération française de football. Les Yvelinois s'étaient pourtant qualifiés au 7e tour de la compétition après leur victoire dimanche 2-0 sur Vitry. Mais la présence sur le terrain d'un joueur suspendu a motivé cette décision. Il n'y a donc désormais plus aucun représentant yvelinois en Coupe de France de football. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Culture, nouveau numéro présenté par Justine Brasier. Belle soirée avec TV78.